Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans cette journée dédiée à la qualité de vie et des conditions de travail. Je suis donc Morgane Palomo, je suis associée du cabinet de conseil Plume Biz et je suis accompagnée de Corinne, qui est la fondatrice du cabinet. On est spécialisé dans l'amélioration de la productivité et de la fidélisation des collaborateurs et on accompagne les entreprises dans la création d'un environnement de travail optimisé, engagé et durable. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir lors de cette session spéciale dédiée aux meilleures pratiques en matière de qualité de vie et des conditions de travail, dans laquelle nous avons l'honneur de recevoir deux expertes reconnues dans le domaine, Sylvie Laurentin et Sarah Machbeuf. Leur expérience et leurs perspectives uniques permettront de mieux comprendre comment améliorer la QVCT dans les organisations. Sylvie Laurentin est manager dans un organisme de sécurité sociale et apporte une richesse de connaissances pratiques et stratégiques. Sarah Machbeuf, quant à elle, est une spécialiste des actions QVCT avec un fort accent sur le bien-être au travail et l'expérience collaborateur. Donc au cours de notre échange, nous explorerons divers aspects de la QVCT, depuis la sensibilité personnelle de nos deux invités sur le sujet, jusqu'aux stratégies concrètes pour améliorer le bien-être au sein des entreprises et des organisations. Nous discuterons également des liens entre la QVCT et l'expérience collaborateur, ainsi que du rôle crucial du management dans la mise en œuvre de stratégies efficaces. Alors Sylvie, peux-tu nous dévoiler un petit peu ton parcours professionnel? Oui, Morgane, déjà merci pour cette présentation élogieuse. Du coup, tu places la barre haute et il va falloir être à la hauteur. Pas de stress, ça Euh, va bien se passer. du coup, moi, je suis manager dans un organisme de sécurité sociale. Ça fait un peu plus de 20 ans, beaucoup plus de 20 ans que je fais du management, principalement dans des entreprises et sur des activités de relations clients. Que vous dire de plus? Peut-être un petit peu sur mon parcours qui peut expliquer pourquoi la QVCT aujourd'hui, enfin, je suis sensible à ce sujet en particulier. Il faut savoir qu'il y a quelques années, un peu avant la période Covid, j'étais arrivée à une période où je me disais j'en ai marre de faire du management, je veux faire autre chose. Euh, Là-dessus est arrivé le Covid et à la sortie des différents confinements, c'était une période très compliquée pour moi. Donc, j'ai engagé des réflexions et des démarches pour me reconvertir et faire totalement autre chose. Mais à la lumière des différentes réflexions que j'ai menées, soit seule, soit avec un coach, soit dans le cadre d'un bilan de compétences, force était de constater que tout me ramenait au métier de manager. J'ai fini par arriver à la conclusion que la problématique, c'était pas le métier, mais plutôt le contexte de travail qui était devenu de plus en plus difficile. Euh, et donc, quelque part, c'est un peu ce qui a lancé mon attention et ma sensibilisation sur tout ce qui est conditions de travail. Et voilà pourquoi, notamment, je suis là avec vous aujourd'hui. Super, merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on commence par aborder vos sensibilités personnelles vis-à-vis de ce sujet, donc la QVCT. Sarah, peut-être que tu peux commencer? Mhm. Moi, ça fait donc 8 ans que j'ai créé Enaille et c'est drôle parce qu'on a vécu un petit peu la même chose. J'ai été à la base, moi, je suis une spécialiste en cosmétique et en grande distribution, donc rien à voir. Et puis, je suis allée dans le monde associatif parce que au final, j'avais envie de valeur, voilà, d'autres choses, plus de sens. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas une problématique. C'est exactement ce que Sylvie disait. C'était pas une problématique d'activité. En vrai, compte, c'était le management qui était dysfonctionnant. Et c'est de là, au final, que je suis partie, en tout cas, à créer cette société pour se dire, mais comment on peut retrouver au final du bien-être? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas concevoir de partir au travail avec la boule au ventre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible chez moi. Et l'idée, c'est de se dire, mais comment je peux, parce que je me suis rendu compte que malheureusement, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient dans ces états-là. Comment on fait pour redonner du sens au travail? Comment on peut permettre aussi aux collaborateurs de prendre plaisir, de se dire que on peut avoir des belles missions avec des collaborateurs, avec des collègues avec qui on s'entend bien. Donc, il y a plein d'univers au final différents. On se rend compte que la QVCT, c'est extrêmement transversal dans l'entreprise et il faut
presque en effet sur chaque item, travailler le sujet de manière transverse, que ça soit la partie même business, RH, comme interne. Il y a beaucoup de sujets au final très transverses. Et c'est là, en tout cas, c'est ce qui me plaît, en tout cas dans dans ce grand sujet de la QVCT, c'est de pouvoir faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien au travail. Super, merci de nous avoir éclairés. Sarah, quelques mots? Sylvie. Pardon, Sylvie. Si Sarah a encore quelque chose à dire, moi je veux bien écouter. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire moi de mon côté? Si je repars de ce que je vous expliquais juste avant, donc à partir du moment où j'ai bien pris conscience et la mesure que ce que je voulais faire encore et toujours, c'était le management, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce que peut faire le manager en termes de qualité de vie et les conditions de travail auprès de ses équipes. Donc, en échangeant un peu avec des collègues, je me suis rendu compte que c'est un métier, un sujet, pardon, qui fait un peu peur aux personnes qui exercent ce métier pour différentes raisons. D'abord, il y a une pression qui est devenue de plus en plus importante ces dernières années. Je pense que vous avez tous dû entendre à un moment ou un autre ou lire des choses du genre voilà, que tout repose sur le manager et que quand on a parlé de grande démission, eh bien sûr, on quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Donc, il y a une grosse pression autour de ce sujet. Et donc, le manager a envie de faire des choses, mais il a aussi cette crainte de mal faire. Et puis, en parallèle, c'est en réalité, qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand on parle de QVCT, on a un peu tendance à imaginer des choses énormes et on voit des entreprises qui proposent des baby-foot, des salles de sport, des crèches pour les enfants. Voilà. Et le manager se dit, mais moi, si mon entreprise n'est pas dans cette optique-là, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et en réalité, la réponse, c'est plein de choses, plein de petites choses. Il faut arrêter d'imaginer qu'il faut déplacer les montagnes. En réalité, il y a plein de petites choses à mettre en œuvre au niveau du manager, auprès de ses équipes. Alors après, ça doit être dans une certaine cohérence avec les activités, les organisations, bien entendu, mais tous les managers ont la capacité de mettre en place des actions pour être attentifs et permettre à leurs équipes de travailler dans de bonnes conditions et sur tous les sujets qu'on entend autour de ce sujet de la QVCT. Mm. Mais Et pardon. oui, je rebondis aussi ce que tu dis, Sylvie, mais c'est pas si simple au final pour les managers de mettre en place ça parce que tu as aussi bien leur to-do list et un peu leur quotidienneté où ils doivent superviser leurs équipes, mais en plus, après, ils doivent s'occuper aussi de leur bien-être, mais pas de leur propre bien-être. Et c'est là où, en effet, la nuance, elle est compliquée parce que si toi, tu n'es pas capé au final avec ces sujets-là personnels, comment tu fais pour, en tout cas, éduquer ou former ou initier une démarche QVCT auprès de tes collaborateurs? Tu vois, après, tu es vraiment ton équipe, si toi, tu n'as pas été formé sur ça. Alors, il y a la question de la formation, elle est réelle hein, de toute façon, parce que au-delà de mettre en place des actions qui permettent de garantir le bien-être au travail, il faut aussi en amont être en alerte et vigilant et pouvoir détecter s'il y a des situations de souffrance, etc. Mm. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, Sarah, oui, c'est difficile, mais j'ai envie d'élargir un peu ce sujet-là et de dire que ce qui est compliqué pour le manager dans tous les cas, c'est de faire cohabiter ou de prioriser. Et alors après, c'est pas toujours le même type de priorisation selon les activités, selon la période de l'année, etc. Euh, le pilotage pur et dur de son service avec des objectifs à C'est ça. atteindre et puis l'adéquation charge-ressources très pragmatique. Et puis, il ne faut pas oublier que le manager, il doit faire du management. Et donc, Mm. c'est s'occuper de ses équipes. Et dans s'occuper de ses équipes, il y a le sujet de la QVCT et il y a aussi son propre bien-être. Et comme là, si je parle en l'occurrence des managers de proximité, même si on peut appliquer ça à d'autres strates, il ne faut pas s'oublier aussi dans cette réflexion-là. C'est ça. C'est vraiment là aujourd'hui ce que je veux faire passer aussi comme message, c'est de se dire à un moment, si vous voulez travailler ces sujets en interne auprès de vos équipes, il faut travailler sur vous aussi, enfin,
presque en amont au final, parce qu'il faut que vous puissiez alors travailler. Il y a là, j'avance un peu Morgane, excuse-moi, sur Il n'y a pas de souci. sur ton programme, parce qu'on parlait aussi de rituels QVT, des choses comme ça, mais c'est de se dire comment on fait, comment on aide au final ces managers de proximité qui sont un petit peu en étau entre la direction et ses collaborateurs, et de se dire aussi, il est indispensable qu'il soit assez puissant pour travailler ces sujets-là. Parce que dès qu'il y a des grands sujets de conflit qu'il peut avoir, il y a une problématique quand on se retrouve avec un collègue ou un collaborateur qui commence à avoir un burn-out ou un surengagement, parce que le burn-out, en vrai, compte, il vient de là. En vrai, compte, c'est de se dire, on doit avoir, nous, managers, la capacité de dire, là, en vrai, compte, tu es en train d'en faire trop. Tu vas commencer, là, tu vas commencer à un moment à aller trop haut et tu vas pas pouvoir redescendre. Donc là, c'est de se dire, prends soin de toi, refais des pauses. Comment on travaille aussi la ritualisation de la qualité de vie au travail avec son équipe. Et je trouve qu'en vrai, compte, c'est très intéressant de la co-créer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des points d'alerte que le manager doit voir, mais aussi il faut qu'il y ait ce rituel d'engagement avec ses équipes pour en final se dire que ça puisse être fluide. Parce que l'idée, c'est qu'en effet, l'équipe fonctionne bien, que le manager puisse être exemplaire aussi de sa propre qualité de vie au travail, qu'elle puisse mettre en place en effet des routines pour voir des rituels, pour voir au final s'il y a ça va ou ça va pas. Et donc là, on parle beaucoup de la culture du feedback, qui est un des éléments qui est très intéressant à mettre en place. Donc voilà, il y a plein de choses. En tout cas, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, Sylvie, dessus, donc je te laisse. Et du coup, ça se dessine un petit peu, mais sur le terrain, est-ce que vous avez des pistes justement pour aider un petit peu les managers? Toi, Sylvie, qui est dans ce rôle, on imagine que des simples team building, des after-work, des petites réunions machine à café, c'est pas ce qui va faire profondément bouger les choses. Non, effectivement, j'ai envie de dire que ces actions-là, ça vient après ou en plus. Pour moi, il y a des prérequis. C'est vrai que c'est pas simple, Sarah. Mm. Je rebondirai juste sur quand tu donnes l'exemple d'un collaborateur qui frôle le burn-out, qui est déjà. Ce qui est compliqué aussi pour le manager, c'est d'identifier à quel moment c'est plus de son Oui, ressort et exactement, c'est de la main ou demander de l'aide. tout à fait. Mais avant ces situations extrêmes, puisque je préfère qu'on parte du principe qu'on est capable de faire plein de choses avant pour éviter ces situations-là, même si il n'y a pas de risque zéro, bien évidemment. Mais effectivement, concrètement, et la réponse la plus simple que j'ai envie de donner à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les managers, déjà, je pense que le manager, il faut qu'il écoute ses équipes. Mon parti pris à moi, c'est de faire s'exprimer les équipes. Alors, ça passe, on parlait de rituels à l'instant, effectivement, on peut ritualiser des espaces d'expression au travers d'instances, de réunions. On peut aussi, tu as évoqué la co-création, Sarah, pour moi, c'est effectivement aussi un des prérequis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans cette réflexion de permettre aux équipes d'évoluer dans un environnement de travail confortable, qui leur plaît, qui n'est pas contraignant, permettons-leur de contribuer à l'élaboration de ces conditions de travail, bien évidemment. Voilà. Donc après, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre. Je ne sais pas si on peut rentrer déjà dans le détail. Le feedback, tu en as parlé. Et la reconnaissance au sens large du terme, ça peut aussi se ritualiser de différentes façons. Et puis après, une fois que le contexte de travail est construit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de régulièrement Ah oui, se réinterroger sur tout à fait. est-ce que ce qu'on a co-construit l'année dernière et il y a 2 ans, c'est toujours Fonctionne. d'actualité, ça correspond toujours aux besoins de l'équipe qui peut avoir évolué, à l'activité qui peut aussi avoir évolué. Et donc, c'est une sorte de réflexion permanente à avoir avec les équipes. Mm. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'en effet, c'est plus profond que ça. Est-ce qu'on peut directement rattacher la QVCT à l'expérience collaborateur? Parce qu'on parle beaucoup d'expérience client. On sait qu'on chouchoute les clients, mais finalement, est-ce qu'on devrait apporter la même attention aux collaborateurs et est-ce que ça suffit? Mm.
Quels moyens on peut mettre en œuvre pour y arriver? Aujourd'hui, ces sujets-là, c'est drôle parce que je pense que vraiment la QVCT ou en tout cas le rôle des RH a été extrêmement fort pendant le Covid et on s'est rendu compte que ces sujets-là étaient essentiels, étaient ultra stratégiques pour l'entreprise. Et je pense qu'il faut absolument que la QVT et aussi l'expérience collaborateur soient du même niveau. Et qu'au lieu de le penser comme des moyens, c'est-à-dire, nous, on met en place des actions en effet de moyens, c'est-à-dire des team building, des soirées, des choses comme ça. Mais avant de travailler tout ça, pour moi, il faut que ça devienne stratégique en amont, c'est-à-dire il faut le réfléchir, il faut travailler sur ses valeurs, ses missions, travailler le storytelling, travailler les usages de vos collaborateurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la même expérience collaborateur pour un collaborateur qui est en usine, qui est dans le siège ou qui est commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avenir, si vous souhaitez travailler sur ces sujets-là, c'est l'ultra-personnalisation de vos actions QVT. Donc, ça peut être un groupe. L'idée, c'est pas de faire sur une personne, on est d'accord. C'est de faire sur un groupe de personnes qui ont les mêmes appétences, qui ont le même usage. Et ça, c'est vraiment une des clés essentielles si vous voulez en faire en sorte que votre qualité de vie au travail et votre expérience collaborateur soit optimisée, optimum. Et forcément, derrière, il va falloir prioriser parce qu'on se retrouve souvent à vouloir faire plein de choses, mais en fin de compte, la QVT, il faut commencer par des tout petits bouts. Il faut y aller petit à petit. Vous ne pouvez pas tout mettre en place tout de suite. C'est impossible parce que c'est tellement gros comme sujet. Et maintenant, en plus, n'oubliez pas, la QVT maintenant fait partie de la RSE. Donc, vous imaginez. Donc, si on parle en plus du RSE, du chapeau, à l'intérieur, il y a encore plus de choses. Donc, vraiment, commencez par des petits pas, commencez petit à petit. Et un des conseils fondamentaux, c'est ne soyez jamais seul sur ces sujets-là. Ça va être une des clés aussi qui va être importante à entendre. Vous ne pouvez pas traiter ces sujets QVCT tout seul. Souvent en entreprise, et je le vois très souvent chez nos clients, vous êtes soit RH, soit responsable de com interne, soit par exemple responsable événementiel ou vous êtes office manager. Et vous avez une toute petite partie de QVT ou de happiness. Et en fin de compte, chacun a un petit bout du métier. Sauf qu'en fin de compte, il n'y a pas de lien ensemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas créé soit de communauté de pilotage pour qu'en fin de compte, les discussions soient stratégiques et soient validées par votre direction. Parce que souvent, c'est des micro-actions qu'on essaie de gratter à droite, à gauche, et ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir une vision stratégique de ces sujets-là, et donc forcément, les travailler en amont. Ça va être essentiel. Merci Sarah. Et Sylvie, tout à l'heure, tu nous disais que tu prenais le parti de faire s'exprimer les gens. Et ça fait écho un petit peu à ce que Sarah disait, commencer par des petites actions. J'imagine que d'un point de vue des managers, ça va quand même un petit peu au-delà de la simple expression et de la mise en confiance. Qu'est-ce qui se passe pour les managers pour arriver à cette QVCT dans son ensemble? J'ai envie de rebondir sur ce que disait Sarah. Moi, j'ai lu juste un peu ta question parce que j'ai peur d'oublier après. Pendant que je l'écoutais, je me suis noté un truc sur le côté ultra personnalisation. Je pense qu'il faut effectivement ne pas passer à côté de ça, c'est-à-dire que les métiers sont différents, donc les besoins par métier sont différents en termes de QVCT. Et puis après, il y a chaque collaborateur est aussi différent et va pas forcément avoir les mêmes besoins. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais, Morgane, effectivement, l'idée, pour le manager, c'est d'inscrire un peu sa réflexion dans un processus qui, pour moi, doit aller de l'embauche jusqu'à la sortie du collaborateur de l'entreprise, ou pas d'ailleurs. Quand je dis sortie, je pense à la mobilité d'un collaborateur, soit interne, soit externe. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit dès l'embauche par l'intégration, ce qu'on appelle maintenant communément le onboarding, où là, tout est à préparer en amont de l'arrivée dans l'entreprise, au moment de l'arrivée dans l'entreprise, l'intégration dans le collectif de travail. Ensuite, il y a toute la partie formation, accompagnement, montée en compétences, où là, c'est une étape aussi importante. Et puis après, quand le collaborateur est intégré dans l'équipe, il y a des sujets qui sont particulièrement importants et qui vont contribuer, qui vont être aussi en lien avec l'expérience collaborateur et la QVCT. C'est tout ce qui est partage d'informations.
parce que ça fait souvent défaut et ça peut créer des difficultés. On a la communication qui doit être ouverte et transparente. Et puis, on a aussi, puisqu'on va jusqu'au bout du processus et de la vie d'un collaborateur dans l'entreprise, je pense que le manager doit aussi accompagner et valoriser la sortie d'un collaborateur du service ou de l'entreprise, parce que ce collaborateur-là, demain, dans un autre service, dans une autre entreprise, il peut être promoteur de l'endroit où il a fait ses premières armes, si je puis dire. Voilà un peu comment moi je vois ce lien-là. Et effectivement, Sarah le dit très bien, c'est plein de petites choses à mettre en œuvre, mais ça doit s'inscrire dans quelque chose de cohérent et un processus qui suit la vie d'un collaborateur dans l'entreprise. Tout à fait, tu parlais d'onboarding. Nous, on voit chez nos clients, chez Plumenby, c'est vraiment, il y a beaucoup d'écueils à ce niveau, en fait, au niveau de l'accueil des nouveaux collaborateurs. Et Virginie, dans le chat, nous disait qu'il ne fallait pas non plus oublier le pré-boarding qui devient crucial aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. L'expérience collaborateur ne débute pas au premier jour d'entrée en poste, mais commence finalement bien avant. Alors, si je peux me permettre de rebondir, Oui. parce que je suis en plein dedans, Morgane, je suis en train de recruter actuellement. Donc, je teste un peu différentes approches sur cette partie pré-boarding. Et en fait, ce que je réalise, c'est que quand les gens arrivent le premier jour, une des premières choses qu'ils me disent, c'est: Ah, mais c'est génial ces échanges qu'on a eus avant même d'arriver, parce que c'est pas souvent le cas. Et ils ont un peu l'impression d'être abandonnés, souvent que d'autant quand les processus de recrutement peuvent être très longs, entre le moment où on leur dit OK, bienvenue, vous êtes recruté chez nous, et le premier jour, il se passe parfois un silence abyssal et au cours duquel il y a plein de questions qui peuvent se passer. Donc nous, on a mis en place des petits échanges par mail, donc de l'info que je porte vers les futurs salariés de mon service, de l'info qui est portée par l'équipe. Donc, ils ont créé des petits visuels et qui font suivre aussi, enfin, que je fais suivre en l'occurrence aux futurs embauchés sur un peu ce qui les attend, etc. C'est des petites choses un peu sur le ton de l'humour. Et encore une fois, ça démontre que il faut juste un instant se poser et imaginer quel est le besoin d'une personne à un instant T. Et ce qui est super intéressant quand on parle de co-construction, et notamment sur ces sujets de pré et de onboarding, c'est que les membres de mes équipes aujourd'hui ont été dans ces situations-là. Donc, ils connaissent parfaitement le besoin, les inquiétudes et les interrogations qu'ont les futurs embauchés, et ils sont parfaitement à même de diffuser les bonnes infos au bon moment pour les rassurer et pour déjà leur donner une première vision de ce qui va les attendre quand ils vont arriver chez nous. Et moi, c'est drôle. Nous, on a mis en place Nous, on travaille sur WhatsApp, donc vous utilisez WhatsApp ou Slack ou peu importe. Donc, et on intègre au final la collaboratrice 10 jours avant son arrivée. Et donc, elle a les échanges un peu de notre quotidienneté. Bien sûr qu'il y a le bienvenu de tout le monde. Ah, on a trop hâte que tu viennes et tout, que ce soit une stagiaire ou un CDI. Pour le coup, tout le monde a la même expérience. Et souvent, quand on a des recrutements d'été, souvent, il y a le mois d'août où on a un peu rien, et en vrai, quand on fait une carte postale qu'on fait signer à tout le monde et qu'on envoie. Et donc, en effet, elle le reçoit souvent fin août ou des choses comme ça. Et ça, voilà, ça engage un peu de dire, on fait déjà un peu partie de l'équipe. Et le jour J, on est un peu moins stressé, parce que vraiment, le premier jour d'une entreprise, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais je me rappelle, c'était chaud quand même. C'était pas si simple. C'est vrai. C'est vrai. Et concrètement, quel est le rôle du manager? En fait, quelles étapes ils peuvent mettre en place, le manager ou les autres personnes en charge de cette QVCT dans l'entreprise, pour étayer la stratégie et la mettre en place? On a Pascal dans le chat qui nous dit que une première étape, ce serait de devoir faire l'inventaire de tout ce qui concourt à une bonne QVT pour éviter de s'éparpiller et surtout rendre visible la politique RH comme la rémunération, poste de travail, sécurité, etc. Sarah, je te laisse démarrer ou pas? Comme Je, tu veux. je démarre. Du coup, je veux rebondir sur la remarque de Pascal dans le chat.
Ouais, c'est très vrai. C'est-à-dire que quand on travaille dans une entreprise, euh, il y a beaucoup de choses autour de la QVCT. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur ce sujet-là. Et quand on est salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, on a parfois effectivement un défaut de visibilité globale et donc de la stratégie de l'entreprise sur ce sujet. Et faire un état des lieux, ça peut être intéressant parce que je pense que même les acteurs directs qui interviennent, donc là, le manager, les RH, les directions, on peut même citer le médecin du travail, le CSE, les instances qui tournent autour de ça. Chacun est spécialiste de sa partie, mais est-ce que chacun a bien la visibilité de ce que les autres acteurs font ou ne font pas, voilà. Donc cet état des lieux, il me paraît important. Après, juste pour faire rapide sur le rôle du manager dans la création ou l'élaboration d'une stratégie, ben déjà, si elle existe, parce que malheureusement, il y a encore des entreprises qui n'ont pas ou peu de stratégie sur ce sujet. Ben, le rôle du manager, c'est déjà de la décliner. Donc, on va être dans la déclinaison d'actions globales, mais ensuite, il a ce rôle qu'on a évoqué depuis le début, c'est de dire de personnaliser un petit peu les actions et qui sont issu du besoin qui aurait été exprimé par les équipes. Voilà. Mm. Ouais, tout à fait. Et on se rend compte aussi que tout à l'heure, je parlais d'exemplarité. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et ça peut être aussi bien pour un top manager qu'en effet un manager d'équipe. C'est qu'à un moment, quand vous mettez en place des actions, il faut qu'ils soient aussi moteurs. Donc souvent, par exemple, quand on met en place des soirées d'entreprise ou des séminaires ou des team building, vous savez, le top manager, il est un petit peu éloigné. Il se dit, bon, je vais regarder ton truc, mais je vais venir ou je ne vais même pas venir. Et au final, toutes ces actions-là qui se disent, mais en compte, nous, on n'est pas considérés. C'est-à-dire qu'en effet, s'il n'y a pas l'implication des managers, que ce soit du top manager ou du manager direct, vos collaborateurs, au final, ils vont se dire, bah, attendez, si lui, il prend même pas 1 heure de son temps ou sa soirée, mais en compte, ça en dit quoi au final de notre relation? Et je trouve que l'exemplarité, l'implication des managers dans ce sujet de QVCT, il est essentiel. C'est-à-dire que il doit avoir ce rôle moteur quand, par exemple, on met en place des actions pour la semaine de la qualité de vie au travail et, par exemple, pour la semaine prochaine. Nous, on demande, on implique au final les managers, on leur dit, mais faites pourquoi pas un peu de teaser vidéo en disant, voilà, on est trop fiers, on est content de l'avoir fait, travaillez le pourquoi vous avez mis en place au final ces actions-là. Et pour moi, c'est le rôle du manager de relayer l'information. Souvent, les RH mettent en place ou la com interne met en place des actions, mais c'est pas relayé par les managers. Donc après, la com, il se dit, ah là là, on a eu que 10 personnes, je comprends pas. Et ben, c'est là où, au final, le rôle du manager, il doit être ambassadeur de ces actions-là pour, au final, fédérer ensemble ce sentiment d'appartenance. Parce que aujourd'hui, c'est le manager qui est au centre de tout et qui permet de relayer cette culture d'entreprise. Vous allez avoir des cultures d'équipe et des cultures d'entreprise. Les deux sont possibles. Mais surtout, c'est que si vous voulez que en tout cas que la culture d'entreprise, que le sentiment d'appartenance, que l'engagement soit optimisé, il faut au final travailler sur vos managers. C'est la clé de réussite pour pouvoir que ça puisse irradier, que ça puisse se diffuser sur l'ensemble des équipes, des collaborateurs et dans tous les services surtout. Ouais. Je rebondis sur culture d'équipe parce que c'est un point important et ça échappe un peu parfois aux managers. La culture d'une entreprise, c'est primordial, mais le manager, il doit être en capacité de rattacher sa propre culture d'équipe, encore une fois à co-construire, avec aussi la vision, le sens, mais propre au métier, à l'activité, à l'équipe, et puis tous les sujets classiques de communication, de reconnaissance, de développement personnel, professionnel, etc. Mais c'est important de créer aussi, de co-créer, co-construire une culture d'équipe en lien avec la culture d'entreprise. Parce que la culture d'entreprise, ok, elle est incontournable, mais il faut personnaliser ça au niveau de l'équipe aussi. Tout à fait. Et est-ce que vous auriez, donc là, vous nous avez donné pas mal
d'indications de bonnes pratiques à avoir en tête. Est-ce que vous auriez des exemples concrets peut-être de stratégies ou de pratiques plus précises qui ont été mis en place par vos clients ou même Sylvie par toi-même? Nous, Sarah, je te laisse ouais. Nous, on a vrai sujet sur la communication interne. portant la communication. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la QVCT et tous les sujets au final d'engagement auprès des collaborateurs, si aujourd'hui elle n'est pas relayée, en fin de compte, vous faites énormément d'actions, mais je ne dis pas pour rien, parce que vous allez forcément toucher un périmètre, mais elle ne va pas être assez large. Donc, il va falloir absolument faire du storytelling, raconter une histoire autour de vos événements. Vous pouvez raconter une histoire sur les salaires, hein. C'est-à-dire que sur la transparence des salaires, sur les grilles de salaire, vous pouvez mettre du lien, une histoire, quelque chose au final d'inspirant sur chaque périmètre de la QVCT, sur chaque dimension RH. Et je pense que ça, on parle beaucoup de la communication sur la partie événementielle, et c'est très bien et c'est essentiel. Par contre, on va compte sur les politiques RH, vous devez faire la même chose. On a une problématique, je pense que sincèrement, les collaborateurs ne savent pas, on va compte, toute l'ampleur et toutes les actions qu'un service RH peut mettre en place. On est d'accord, les RH, vous n'êtes pas des communicants, vous n'êtes pas des marketeurs. Mais il va falloir petit à petit quand même commencer à travailler sur de la communication de vos actions pour au final relayer l'information auprès de vos collaborateurs. Et on est sur une société d'image, on est sur une société de plus en plus de vidéos. Donc ça va être un atout pour vous de travailler la vidéo en interne sur un Vie ma vie auprès de vos collaborateurs pour travailler votre marque employeur à l'externe, travailler au final des best practices entre départements par exemple. Il y a énormément de choses que vous devez travailler sur un storytelling avec de la vidéo. Aujourd'hui, c'est essentiel de travailler ces deux sujets. Bien sûr que vous pouvez faire la version papier classique ou en tout cas la version écrite, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus interactif. Les gens sont beaucoup plus captés par la vidéo que par l'écrit. Et comme les RH sont beaucoup sur l'écrit, essayez de trouver des solutions pour mettre un petit peu plus. Voilà, pas de fun, hein. L'idée, c'est pas que ce soit juste drôle pour être drôle, mais plus vivant pour qu'au final, vous captez l'attention des gens. On est sur-sollicité, on reçoit je ne sais pas combien de mails, on dit toujours les actions, ah ben j'ai pas vu que vous faisiez quelque chose, mais oui, parce qu'en fait, quand on reçoit tellement de mails, sur les tableaux d'affichage, il y a tellement de choses, ça va à droite, à gauche, que en fait, compte, il y a plein de choses sur des vidéos d'écran, d'accueil que vous pouvez mettre en place, sur votre intranet, sur les réseaux sociaux internes. Voilà, travaillez le storytelling, le pourquoi vous mettez des actions en place et travailler le support de la vidéo. Pour moi, c'est essentiel. Merci Sarah. Mm. Sylvie, tu veux rebondir? Pas forcément. Pardon. Non, je veux dire, Sarah est spécialiste sur son sujet. Je suis tout à fait d'accord sur ce qu'elle évoque, et notamment la communication qui doit être un peu plus appuyée de la part des RH. Mais voilà, je ne porterai pas de jugement là-dessus. Juste quelques exemples sur ma partie à moi, et je relie ça à ce qu'on s'est dit tout au début, sur des petites actions à mettre en place et des rituels à mettre en place. Voilà, enfin, moi, j'ai pas réinventé la poudre, hein. On est sur des instances, des réunions régulières. Chez moi, c'est au moins une fois par semaine. Et quand je parle de réunion, je ne parle pas de réunion de service où on décline un ordre du jour et on parle des activités, etc. Celles-ci, bien sûr qu'elles ont du sens, et je parle d'autres instances en particulier au cours desquelles on va simplement permettre aux collaborateurs de s'exprimer sur un sujet en particulier. Donc, ça peut être un sujet en lien avec l'actualité du service. Ça peut être des sujets, on parlait tout à l'heure de co-construction de l'organisation. Donc, si je prends des exemples concrets, dans le service dont j'ai la responsabilité, il y a une plateforme téléphonique. Et là, typiquement, on pourrait imaginer que sur des métiers de téléconseiller, c'est très cliché, mais
qu'est-ce qu'on peut faire en termes de qualité de vie au travail sur des métiers assez ou contraints ou très cadrés, avec peu d'autonomie, des contraintes au niveau des horaires de travail, etc. Mais il y a toujours des choses à faire. Sur la planification, j'ai engagé des réflexions sur des planifications à la carte. Sur l'autonomie, bien, on part dans des démarches qui permettent aux collaborateurs d'exercer des activités en lien avec leurs compétences et pas forcément faire en sorte que tous les téléconseillers fassent exactement le même travail. Bien entendu, il y a des prérequis, il faut que quand même l'activité elle tourne derrière. Il y a aussi des rituels autour de l'organisation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut ne pas oublier de temps en temps de se poser, de regarder en arrière et de faire un état des lieux de ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, on met des choses en place. Fin d'année dernière, on a engagé une grosse réflexion sur tout notre périmètre et nos organisations. Et pour chaque thématique, on a fait travailler les équipes par petits groupes pour, voilà, aujourd'hui, est-ce que cette organisation sur cette activité, elle fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment on peut la faire vivre, la faire évoluer, ou alors tout va bien, on laisse comme ça. Il y a un gros sujet aussi qui est celui du feedback. Donc, j'essaie de mettre en place une culture du feedback et je me rends compte que là aussi, il y a plein de clichés autour du feedback, c'est-à-dire que les collaborateurs, ils attendent du feedback de la part de leur manager à leur rencontre, et c'est tout à fait normal. En revanche, ils ne pensent pas ou ils n'imaginent pas qu'il est possible aussi de faire du feedback entre eux et que les collaborateurs fassent du feedback auprès de leur manager. Voilà, donc ça passe par des tableaux où ils mettent des post-it. Un jour, je vais mettre un post-it et je vais faire un feedback sur mon collègue parce que hier, il m'a aidé sur une de mes tâches, j'étais bloquée, sur le manager parce que il a accordé du temps de pause supplémentaire parce qu'en ce moment, il y a des travaux, on entend des perceuses et puis on est épuisé à la fin de la journée. Voilà, donc il y a la culture du feedback. Et qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme exemple? Je ne sais pas, je crois que j'en ai donné quelques-uns, mais enfin, c'est très propre à mon activité et puis ma démarche. Mais encore une fois, ça vient simplement j'utilise beaucoup le terme simple, hein. Je ne suis pas en train de dire que tout est facile, ne vous méprenez pas, mais il faut se donner la possibilité de se poser, de réfléchir et d'écouter les équipes, de les écouter exprimer le besoin et puis les laisser dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. euh, et de les entendre et permettre de mener des réflexions sur cette base-là. Ça me permet de rebondir sur ce que nous disait Anne-Lise dans le chat, puisqu'en effet, vous parlez beaucoup d'intelligence collective, de co-construction lors de notre échange. Et elle met en avant la participation positive des collaborateurs par des retours qu'ils vont leur faire eux-mêmes. Donc pour elle, ça passe par des entretiens bilatéraux avec chaque collaborateur pour trouver des axes positifs dans leur travail ou celui de l'équipe depuis leur dernier entretien entre 6 et 8 semaines. Et c'est vrai que chez l'un de nos clients, lorsqu'on est arrivé, il y avait beaucoup de retours négatifs. On avait l'impression que tout allait mal. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à leur demander ce qu'ils appréciaient, et ben, on s'est rendu compte que finalement, ils adoraient leur travail. Et rien que le fait de les faire communiquer sur le positif, eh bien, on a l'impression que ça leur a fait aussi se remémorer ces aspects positifs qu'on communique peut-être parfois moins aussi. On a peut-être tendance à plus communiquer sur le négatif. Alors, je vois que le temps file. On va passer à la dernière question en se tournant vers l'avenir, puisque je vous demandais, selon vous, à quoi ressemblera la QVCT de demain? Moi, il y a un sujet voilà, où je sais que ça fait longtemps au final le terme QVCT, QVT, puisque voilà, QVCT c'est très récemment, mais c'est très récent parce que c'est quand même 2010. Avant, on parlait de souffrance au travail. Ils se sont dit, oh, les employés, ils se sont dit, oh non, c'est pas très joli, tiens, on va leur mettre un nouveau mot. Mais c'est de se dire que ces sujets-là, ça fait longtemps qu'on les traite et je vois, en fin de compte, moi, mes clients s'épuiser, traiter, être souvent seuls sur ces sujets-là et donc essayer de négocier des budgets, le taux de participation des événements est peut-être faible ou des choses comme ça. Mais c'est de se dire, tenez bon, vraiment, parce qu'en fin de compte, plus on va être nombreux sur ces sujets-là,
plus on va pouvoir en effet faire grandir les collaborateurs, faire grandir les dirigeants et donc faire grandir les entreprises, plus au final les actions seront évidentes. Donc je sais que c'est difficile et qu'on est encore dans une période, même si ça va un tout petit peu mieux, mais il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise qui sont un peu à l'ancienne. Mais tenez bon, on est de plus en plus aguerris sur ces sujets-là. Donc, je sais que voilà, c'est un peu force à vous. Et ne soyez pas seuls, s'il vous plaît, pour traiter ces sujets-là. Entourez-vous de collaborateurs, de collègues qui pensent la même chose que vous. Si vous avez des détracteurs, pourquoi pas? Ça peut être intéressant aussi d'avoir d'autres avis. Justement, ça peut être intéressant de se dire, tiens, celui qui nous embête tout le temps, pourquoi il nous embête? Peut-être qu'il faut aller un petit peu creuser et les points de vue au final de chacun peuvent être intéressants. Moi, j'adore en vrai compte ceux qui sont réfractaires à tout ce qu'on fait. C'est mes préférés. C'est ceux avec qui je vais creuser le plus parce qu'en vrai compte, c'est une mine d'or où ils vont appuyer là où ça fait mal. Et je sais que ces collaborateurs-là ne sont pas les plus appréciés. Par contre, c'est ceux qui apportent souvent beaucoup de solutions. Souvent, ils ont une petite remise en question à faire parce que leur prisme n'est pas voilà, orienté vers l'avenir et qui préféraient comment c'était avant. Mais quand on leur donne 2-3 actions, 2-3 axes, à ce moment-là, hop, ils irradient et ils sont très porteurs, moteurs. Tout à l'heure, on parlait aussi d'ambassadeurs. Vous allez devoir créer vraiment cette culture d'ambassadeur de la QVCT dans votre entreprise, faire en sorte que vous ne soyez pas seul. Entourez-vous, que ça soit au siège, dans les antennes locales. N'oubliez pas que on parlait tout à l'heure de personnalisation, ultra personnalisation. Donc, il va falloir avoir des relais sur le terrain aussi. Si vous êtes en siège, il faut absolument la même personne que vous dans les filiales, dans les agences. Ça va être vraiment indispensable pour vous. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, l'avenir de la QVT, est-ce qu'elle est technologie? Est-ce qu'elle est... non, moi, pour moi, elle est humaine, elle est sociale. Et au final, c'est plus on sera nombreux, plus on va pouvoir faire changer les mentalités. Et c'est ça qui fera à ce moment-là que la QVCT soit au final une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit être un acquis qui doit être travaillé, qui doit être remis en cause. Tout à l'heure, Sylvie, tu parlais aussi d'amélioration continue. Ça va en faire partie non-stop. Il faut tout le temps se remettre en cause. Il faut toujours l'améliorer et c'est normal. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'une stratégie QVCT est valable sur 5 ans. C'est faux. Faites des stratégies relativement courtes. Sur 1 an, ça suffit largement. Et en effet, vous les retravaillez, vous priorisez vos actions et chaque année, en vrai compte, vous allez avoir au final vos priorités qui vont être mises en place naturellement. N'oubliez pas d'interroger vos collaborateurs. C'est essentiel. Travaillez avec eux. Ne partez pas du principe que vous les connaissez par cœur. Ils ont forcément, leur vie change. On vit encore plus là depuis la semaine dernière des choses peut-être un peu engageantes aussi auprès des entreprises. Donc voilà, c'est le dialogue social, c'est l'écoute qui va être vraiment la clé de tout pour moi. Merci Sarah. Je vais Sylvie, tu as rapidement, juste moi, deux choses. Je reviens sur ce qu'on a dit un peu plus tôt. Les managers, pensez aussi à votre propre bien-être au travail. Ne vous oubliez pas. Et après, plutôt de nouveau orienté collaborateurs. On a parlé à différentes reprises là, pendant toute cette période-là de personnaliser la QVCT, d'écouter les collaborateurs. Moi, je pense que l'avenir, c'est de pousser encore un cran plus loin et c'est d'accompagner et d'aider les collaborateurs à faire leur propre autodiagnostic. Aujourd'hui, on leur permet de s'exprimer, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue à ma qualité de vie au travail et peut-être le versant qu'on creuse un peu moins, c'est qu'est-ce qui, en fait, fait que je ne travaille pas dans de bonnes conditions? Voilà. Et oser le verbaliser, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je vois moi, c'est on verbalise davantage les besoins, un peu moins ce qui ne va pas, on n'ose pas, enfin, les collaborateurs n'osent pas, soit parce que ils n'osent pas, point barre, soit parce qu'ils se disent, de toute façon, ça ne sert à rien, on peut changer ça. Et je pense que c'est important de leur faire verbaliser et peut-être d'aller vers un accompagnement vraiment pointu d'autodiagnostic de la qualité de vie au travail pour tout le monde, quoi.
tous les salariés de l'entreprise. Bah, c'est Je exactement ce que je nous me partage permets, Adèle. Morgane, Oui. Morgane, je me permets de prendre la parole. On a une intervenante qui m'a dit, à qui j'ai posé cette question, à quoi ressemblera la QVCT de demain, d'après toi? Et elle m'a dit, pour moi, la QVCT de demain, quand elle sera réussie, quand on aura une QVCT efficace et réussie, la QVCT de demain, c'est celle dont on ne parlera pas. Ouais, Ça. c'est vrai. J'ai trouvé ça très beau. Oui, c'est Pardon. Non, ne t'excuse pas. Je disais juste que ce que tu disais, Sarah, rebondissait exactement sur ce qu'on nous partageait dans le chat, à savoir que c'est aussi aux salariés de savoir dire stop ou non face à des situations qui ne leur conviennent pas, mais qu'il y a parfois aussi un besoin de former ses collaborateurs pour qu'ils sachent eux-mêmes identifier lorsque ça va trop loin pour eux et qu'ils sachent aussi le verbaliser et Et l'exprimer. ouais, tout à fait. Là, et ces sujets-là, au final, quand vous travaillez en interne avec vos propres RH ou les médiateurs d'entreprise, ça peut être un peu compliqué de justement libérer cette parole-là. Et et travailler avec des experts qui sont extérieurs au final à l'entreprise peut aider aussi à libérer cette parole-là, à nommer des choses et avoir un regard surtout neutre, assez neutre. Et en fin de compte, un tout petit peu au lieu d'être sur l'opérationnel, ils ont voilà, on a un regard juste au-dessus et ça permet aussi d'avoir ce qui est intéressant avec dans les entreprises, en tout cas voilà chez Enai, c'est comme on travaille avec beaucoup de clients, au final on a plein de un peu de use case différents. Et donc, on se dit, tiens, bah là, il s'avère qu'eux, ils ont fait plutôt comme ça, tiens, plutôt comme ça. Et donc, ça permet au final aussi aux entreprises de dire, tiens, c'est possible de travailler d'autres sujets, on va essayer. Et on est beaucoup aussi sur on le teste, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des actions qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner, et c'est pas grave. Il faut être dans l'essai-erreur, il faut oser. Arrêtons au final d'essayer que ça soit tout parfait. On est dans un monde trop versatile pour au final faire des choses à trop long terme. Faites, tester, ça marche pas, vous réadaptez et ainsi de suite. Donc voilà, osez, ce sera mon dernier mot. Ah. Et dans le chat, Pascal nous partage une approche plus globale, puisque nous dit que la QVT, ce serait surtout finalement apprendre à bien travailler, à savoir échanger pour que chacun puisse faire son travail ensemble, puisque oui, c'est le principe de l'entreprise. Donc finalement, la QVT, que chacun ait les moyens de travailler dans de bonnes conditions pour que on puisse avancer main dans la main. Ben, écoutez, je vous remercie pour cet échange qui était vraiment passionnant. Je vous partage dans le chat le lien vers nos comptes LinkedIn, les liens vers les comptes LinkedIn de nos intervenantes pour que nous puissions rester en En contact. contact. Oui, n'hésitez pas, on est une grande famille. Donc l'idée, c'est que voilà, on puisse échanger pendant ces webinars à l'extérieur. Pour tout vous dire, voilà, Karine et moi, on se connaissait d'avant. On était clientes, c'était une de mes clientes. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le dis quand même. Et en fin de compte, c'est cette Absolument. relation-là. Voilà, c'est cette relation-là. C'est le fait de créer ce lien de confiance qui fait qu'en fin de compte, on arrive à avoir des relations saines au travail. Et je trouve et que ça soit en tant que partenaire, en tant que fournisseur, choisissez des fournisseurs, des partenaires avec qui vous avez ce feeling-là et que vous avez ce ressenti. Moi, je travaille beaucoup sur les émotions et on travaille beaucoup au feeling au final chez Enai parce qu'en fin de compte, c'est, vous savez, cette petite intuition qui fait qu'on se dit, là, il y a un truc à faire et on va aller plus loin au final. Donc, voilà, je me perds. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Voilà.